Une conférence restaurative réunit toutes les personnes concernées par une infraction, conflit ou un dépassement de règles. L'échange sur ce qui s'est passé et les conséquences se déroule suivant des questions dites restauratives, souvent à l'aide d'un bâton de parole. Un plan de réparation peut en résulter. Un moment convivial clôt la conférence. Les participants sont les victimes et auteurs, des personnes de confiance et toutes les personnes affectées par ce qui s'est passé. Un cercle extérieur peut être formé par des personnes qui pourront écouter. Je vais vous raconter le témoignage de Pierre. Je suis Pierre. C'est la première fois que je raconte mon histoire à un groupe. Je ne vivais que pour la cam. Je ne pouvais plus trouver des veines non abîmées. J'appelais mes séjours en tôle les vacances de régénération de mes veines. Et je devais de l'argent à pratiquement tout le monde. J'avais même volé aux sans-abri. Je me sentais totalement seule. Et quand je n'étais pas défoncée, paralysée de peur. J'avais peur de marcher dans la rue et de tomber sur quelqu'un à qui je devais de l'argent. J'avais peur de rentrer dans un magasin. J'avais peur de dire que j'avais peur. Et j'avais peur de demander de l'aide. Je ne pouvais rien faire. C'est évident maintenant pour moi que j'étais dément, j'étais malade. Mais là, je continuais comme un bon petit soldat de trouver de quoi financer mon addiction. C'est marrant avec cette maladie, la toxicomanie. C'est la seule où tu te sens mieux quand ça va plus mal. Et quand j'étais au bout du rouleau, sale au-delà des mots, je buvais 1 heure dans la ronde, même si j'étais toujours bien sapée. Je finissais les verres des gens qui avaient fait la fête sur une terrasse. C'est à ce moment-là que je me suis fait prendre dans la maison de William. J'ai eu une sorte d'enfance. 3 choses ont dirigé mon enfance. L'agnole, la violence et la crime. Et tout ça même avant que j'aille à l'école. Dans ma famille, on s'exprimait par les cris, les insultes et les coups. Il y a une photo de moi quelque part où je suis coincée dans un landau avec un biberon fermement entre mes mains, sauf que dans ce biberon, il n'y a pas de lait, mais de la bière. Parce que la bibine, c'est bon pour soi, non ? Et à Noël, ils me mettaient du whisky dans un verre de cassis. Et quand ils ne regardaient pas, je me resservais. Et la violence. Le jour où j'ai cru mourir, j'avais pas 5 ans. Un jour, j'écoute ma voisine dans le jardin avec son petit ami. Il y avait une dispute très forte. C'était très rigolo, j'y comprenais rien. Et à un moment, son petit copain lui dit « T'es qu'une salope !» Et elle rigole. Et oui, et j'en suis fière. Alors, un peu plus tard, maman me lave du haut en bas, je suis toute seule. Et elle se plaint et elle râle parce qu'elle doit se baisser, travailler. Et alors je lui dis « Tais-toi, salope !» Et elle devient rouge de colère, elle sue, elle est trempée de colère. Et elle prend un tison en fer de la cheminée et commence à me taper. Ma peau se déchire, mes os se meurtrissent. J'ai peur. Et mes 2 sœurs arrivent pour l'arrêter. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que si mes 2 sœurs n'étaient pas arrivées, je serais mort. Et dans ma famille, on voit ça comme une histoire rigolo. Et elles s'essuient les larmes quand elles en parlent. Moi, je sens totalement différent. Et une autre fois, Carole, ma tante, me poursuit avec une bassine avec de l'eau bouillante dedans parce que je l'avais embêtée. Ma mère est morte depuis 30 ans. Je l'aime toujours, même si je ne lui ai pas pardonné de m'avoir battue comme ça. Un jour, je me suis fait frapper par un garçon qui s'appelait Tommy. Et quand je rentre en pleurant pour me plaindre, je dis à mon père ce qui m'est arrivé. Alors, il me donne une bonne claque derrière la tête et il me dit « Magne-toi et frappe Tommy avec quelque chose ». Je trouve un marteau et c'est comme ça que j'ai commencé à être violent. C'est pareil pour le crime. J'avais tendance à voler des pièces de 5 centimes pour m'acheter des bonbons. Alors mon père me le reproche et me demande pourquoi je le vole. Je lui confie que c'est pour des bonbons. Alors il me dit, quand moi j'étais jeune, j'avais besoin de quelque chose, je cassais la vitre du magasin et prenais ce que je voulais. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Les gens qui venaient chez nous à la maison étaient tous d'une manière ou d'une autre dans la crime et c'est ainsi que j'ai grandi, dans cette maison.
Après mon arrestation dans la maison de William, j'ai arrêté de prendre des drogues. J'avais 2,50 par semaine, donc de grandes décisions se présentaient à moi. Je ne pouvais plus manipuler personne, je n'avais plus la possibilité d'imposer par ma force. Et alors j'ai décidé d'arrêter de boire, de fumer et de m'injecter. Je vous passe les détails, toujours est-il que j'ai perdu tous mes contacts. Mais je ne regrettais rien, je ne voulais voir personne, même pas moi-même. Et avec le recul, je pense que je m'étais préparée à ça depuis de longs mois. Parce que je me suis lassée de cette saleté, de cette violence, les murs qui sointaient la haine. Un jour, Kim vient me dire que si je veux, je peux participer à une conférence de justice restaurative. C'est une mesure, un programme pour remettre les victimes au centre de la justice. Elle pouvait rencontrer l'auteur du crime avec leur famille pour lui expliquer ce que le crime leur avait fait, les conséquences dans leur vie. C'était une rencontre pour leur bénéfice, pas pour le mien. Le juge ne saurait même pas que j'aurais participé. Et il y en avait 2 qui voulaient me parler. Je n'y voyais pas d'inconvénient, ça me faisait sortir. Qui m'encourage à inviter des membres de ma famille, car les 2 qui veulent me rencontrer le font aussi, mais je n'ai que des refus. Qui me vient me voir toutes les semaines pour me préparer, mais bon, je me prépare, je lis des livres, je connais la psychanalyse, j'ai beaucoup lu sur la psychiatrie, je sais ce que je dois dire et ce que je vais leur raconter. Le jour venu, on vient me chercher. Et quand je marche dans ce couloir, je me sens bizarre, tendu, nauséeux. Et quand j'arrive à la salle, je vois toutes ces personnes, je ne veux plus, je veux faire marche arrière. Ma gorge se serre et je commence à me tourner. Quand Kim vient vers moi avec son air sérieux, la certitude et la confiance qu'il m'avait donnée ces derniers temps se sont évaporées. Là-dedans se jouera mon avenir et je n'en veux pas. Rien. Mais il a dû me voir dans un coin de son œil, il avance, me touche et il dit comme toujours « Mon pote, tu vas bien ?» Et il me fait rentrer, je cours vers la première chaise qui est vide. Je m'assois, à ma droite il y a un espace, puis il y a Kim, puis il y a la femme de William, comme Kim me l'avait dit, puis il y a un grand homme beau, William, que je ne reconnais pas. Il y a le médecin, un homme gris, la tête penchée en avant, et à côté de lui son compagnon et plein d'autres gens, mais je n'en tenais pas compte. Comme il avait dit, Kim présente les règles de base. Personne ne sera pointé du doigt, pas de mensonge, pas de prétention. Les émotions sont les bienvenues et personne doit être protégé de la vérité, surtout pas moi. En l'écoutant, ma confiance renaît et je pense que finalement je peux le faire. Quelques remarques sont faites et c'est parti. Je dis ce que j'ai fait et pourquoi j'étais allée dans leur maison. Pourquoi je les avais attaqués et je me sentais confortable. Puis à un certain moment, je dis à William, quand nous nous sommes rencontrés, et il saute presque de sa chaise. Nous ne nous sommes pas rencontrés à un apéro. Tu es rentré dans ma maison. Tu m'as attaqué. Il était rouge de colère. Ses veines étaient visibles dans son cou. Il a expliqué ce que le cambriolage lui avait fait et de se battre avec moi, pas seulement la douleur physique, mais l'angoisse et la colère qu'il avait éprouvées les journées d'après. Il expliquait au groupe que sa colère et sa frustration provenaient de son sentiment d'échec. Il n'avait pas pu protéger sa femme ni sa maison. Et c'était la raison pour laquelle il voulait me voir. Il voulait voir qui lui avait fait ça. Je réalisais que je ne pouvais rien lui dire, que je n'avais pas de réponse. Rien ne venait. Mais ce n'était pas grave, car tout de suite après lui, c'était le médecin. Il avait du mal à relever la tête. Il disait qu'il n'aimait plus rentrer à la maison, qu'il n'avait plus confiance. Il était mal, en insécurité là-dedans. Combien son ordinateur lui manquait, ça représentait sa vie de travail, les notes des patients, son travail de recherche. Je lui avais pris tout ce qui signifiait quelque chose pour lui et je l'avais traité comme sans intérêt. Je l'avais vendu pour 20 € le matin même. Puis il se penchait en avant
et il pleurait. Je lui avais tout pris dans un petit moment, son travail, sa dignité, un professionnel qui se trouvait maintenant dans une salle de prison en train de pleurer, qui me demandait de répondre, et les silences étaient denses. Le sol s'évadait sous mes pieds, ma gorge se serrait, je ne pouvais parler, je pouvais respirer. J'avais chaud, puis très froid et autre chose. C'était pas le diable qui me cherchait, mais une main invisible glissait une lame froide profondément entre mes côtes et dans mon cœur. Toute ma vie, j'avais vécu dans ma bulle. Et là, deux hommes s'étaient forgés en moi. Et je savais peut-être pour la première fois, non seulement comment quelqu'un d'autre se sentait, mais aussi comment moi je ressentais ça. C'était moi qui les avais blessés et les avais fait venir ici. La seule chose que je peux en dire maintenant, c'est que j'avais su ça. Mais maintenant, pour la première fois de ma vie, je le ressentais et ça faisait mal. William ne m'avait pas oublié comme moi je l'avais oublié. Toute sa vie avait changé, la relation avec sa femme incluse. Et le médecin, je me sentais encore pire, si c'est possible. Ses larmes tranchaient, me pénétraient et me changeaient. Rien au monde ne pouvait plus être pareil. Et rien au monde a été plus fort que ça. Même la mort de mon meilleur pote n'a pas fait un coup aussi fort. Je ne voulais pas partir, ni m'évanouir, ni m'évaporer. Je voulais rester là, pendant que tout le mal en moi se dissipait dans le sol. Ma honte me traversait et je me sentais chaud et froid et je ne pouvais regarder personne. J'étais responsable de tout ça. Et rien ne pouvait plus jamais être pareil. Ils attendaient que je parle. Des larmes montaient. Ils voulaient que je parle. Je réussis à dire quelques mots, que je me sentais mal, que je m'excusais, que j'allais changer, que j'allais arrêter de boire, de fumer, de voler. Puis le silence. Je ne pouvais plus rien dire et je tremble, moi, l'homme fort, qui me termine la rencontre et me rappelle que William et le médecin veulent avoir de mes nouvelles. Ils veulent recevoir une lettre avec dedans si j'ai réussi à changer ma vie, à arrêter mon addiction. C'est la première fois que quelqu'un demande de mes nouvelles. Ceci dit, je n'en ai jamais voulu de personne, moi non plus.